Bonjour et bienvenue dans Ça parle IMO, le podcast qui humanise les acteurs de l'immobilier et où on va découvrir ensemble les coulisses de métiers passionnants, notaires, diagnostiqueurs, marchands de biens, constructeurs de maisons et tout de suite notre invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça parle IMO et aujourd'hui un nouvel invité, un nouvel expert, Luigi Marazzo, marchand de biens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marchand de biens ? On sait que c'est un métier qui alimente beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses autour de ça. Quelles sont ses particularités, ses spécificités ? Luigi, bienvenue. Merci Thomas. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content de te recevoir pour cet épisode de Ça parle IMO. Marchand de biens, on l'a dit, un métier qui est souvent mal compris, mal connu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? C'est quoi un marchand de biens ? Marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier qui acquiert des biens en vue de les revendre et de générer une plus-value. Le mécanisme est assez simple, c'est acheter, revendre en générant de la plus-value si possible. Et du coup, qu'est-ce qu'un marchand ou qu'est-ce que tu vas cibler ? Qu'est-ce que tu vas rechercher comme produit IMO ? Le marchand, c'est un professionnel un peu touche-à-tout. Donc on va aussi bien cibler des opérations d'achat-revente classique avec rénovation. J'achète un appart ou une maison que je rénove et que je revends. Des opérations aussi un peu plus complexes, de division en volume, acheter un immeuble, le mettre en copropriété, revendre les appartements à la découpe par exemple. Le marchand de biens il va aussi potentiellement aller sur des opérations d'aménagement et de lotissement, de division foncière. J'achète un terrain avec une maison, je divise, je crée des terrains à bâtir. Donc voilà, le marchand, c'est un peu un touche-à-tout de l'immobilier. Ce serait quoi ces compétences ? Tu dois les décrire. Donc, tu parles du réglementaire, tu parles du financier, mais si on fait un peu une photo. Alors déjà, il faut des fonds. Il faut des fonds propres de départ parce que pour se lancer sur ces premières opérations, forcément, il faut des fonds pour les financer. Okay. Des fonds propres. Il faut effectivement des compétences en droit de l'immobilier, droit de l'urbanisme. Donc c'est quoi ? C'est savoir lire un plan local d'urbanisme ? Savoir lire un plan d'urbanisme, savoir négocier les avant-contrats, donc promesses de vente, etc. C'est un métier après qui est un peu touche à tout, donc il faut mixer les compétences en droit, en commercialisation, donc avoir une bonne analyse du marché, etc. Après, nous, on est spécialiste de rien en fait en marchand de biens. On délègue pas mal de compétences. Par exemple, sur la partie avant-contrat, comme je te disais, on va déléguer ça à un notaire. La partie montage de l'opération, on va déléguer à un architecte. La partie commerciale, on va souvent la déléguer à des agents immobiliers. Nous, vraiment, notre compétence en tant que marchand de biens, c'est trouver des opérations, les monter, les financer, et après agir comme une sorte de chef d'orchestre et coordonner tous les intervenants qui vont être amenés à travailler sur l'opération. Et comment tu trouves tes produits aujourd'hui ? Comment tu trouves les opérations sur lesquelles tu vas te positionner, tu vas analyser et sur lesquelles tu vas mobiliser ton écosystème ? On a plusieurs canaux. Donc moi, je prospecte en direct, donc prospection un peu à l'ancienne. Aller sur le terrain, cibler des biens qui peuvent potentiellement m'intéresser, sur lesquels il va y avoir des travaux. C'est vrai que je le fais moins maintenant, mais quand on commence, on est obligé de passer un peu par là. Du porte-à-porte, du mailing, du phoning, un peu à l'ancienne, hein, du porte-à-porte, comme tu as pu faire aussi peut-être auparavant. Après, il y a effectivement, quand on avance et qu'on commence à engranger un peu d'expérience, un écosystème qui se met en place autour, donc avec des apporteurs d'affaires qui peuvent être assez divers, hein, des notaires, des architectes, des agents immobiliers, voire même aussi des particuliers qui savent ce qu'on fait, etc., et qui nous contactent. J'ai un voisin qui vend, j'ai un ami qui vend, etc. Tu as des particuliers à qui tu laisses quelque chose en apport d'affaires ? Alors en apport d'affaires, non. Okay. C'est compliqué, mais ça peut être des petites rétributions après. C'est intéressant parce qu'on est transparent dans ce qu'on dit ici dans les... Ça peut être un cadeau en fin d'année, un carton de vin, quelque chose comme ça. On ne peut pas financièrement les rémunérer. Tu n'as pas le droit de faire une rétrocession, mais par contre tu peux faire un resto, un cadeau. Exactement. Quelqu'un qui t'apporte une affaire qui dit mon voisin a son terrain avec une maison à rénover, ils ne savent pas trop quoi faire, mais il faut qu'ils aient une suite et dont tu es positionné en premier, il y a quand même quelque chose d'important. Justement, on se dit qu'un apporteur d'affaires qui est content et qui a eu un petit cadeau, qui a eu un petit retour entre guillemets sur investissement, c'est quelqu'un qui peut-être à l'avenir nous
nous rappellera s'il y a une opération, s'il y a une opportunité de ce type qui se représente. Et la création de confiance dans l'autre sens, du coup. Complètement. Okay. Donc du coup, canaux tap-tap, porte-à-porte un peu à l'ancienne, l'écosystème, prospection sur les réseaux, j'imagine, sur les sites aussi. Oui, aussi. Une des dernières opérations là qu'on a sourcées, c'était assez classique sur les sites d'annonces. Alors, elle était affichée à un prix bien supérieur auquel on l'a signé, mais oui, en fait, tous les canaux sont bons. Hein. Il y en a qui disent non, moi c'est que le réseau, moi c'est que si. Non, faut être un peu sur tous les canaux différents. Parce que des fois la bonne opportunité elle est dans le relationnel, chez le notaire, dans le cadre de succession, etc. Mais aussi des fois sur les petites annonces, ça peut arriver. Il y a une notion de chance aussi parfois, j'imagine. De chance, d'être là au bon moment, avec la bonne personne, d'avoir le bon contact aussi. Parce que des fois sur un dossier on est plusieurs marchands de biens. Alors oui, des fois sur un dossier dossier qui intéresse un marchand intéresse plusieurs marchands en général. Complètement. Des fois sur un même dossier on va retrouver divers interlocuteurs de l'immobilier, un marchand, un constructeur de maisons individuelles, un promoteur. Donc après, qu'est-ce qui fait la différence entre nous? Bon, il y a forcément, on va pas se cacher, une partie financière. Bien sûr, c'est normal. Qui va faire l'offre la plus intéressante. Mais pas que, non. Enfin, qui va faire aussi l'offre la plus intéressante en termes de conditions suspensives, de délais, etc. Mais après, l'immobilier, c'est un métier humain, donc il y a aussi ce côté-là, celui qui a eu le meilleur contact avec le propriétaire qui entre en jeu. Je te rejoins et j'aime bien l'aspect humain qui est important et la confiance de l'interlocuteur avec lequel on peut travailler, que ce soit un marchand ou pas, un promoteur, enfin en tout cas d'avoir ce sentiment de confiance. Il y a forcément des relations d'intérêt, mais on croit ça. On essayait de déterminer un petit peu, nous, en préparant cet épisode de Ça parle IMO, quelles conditions suspensives étaient bonnes, pas bonnes, comment savoir si on est dans l'excès ou pas. Quelles sont les conditions suspensives déjà classiques qu'un marchand va demander quand il achète un bien? Ça dépend du projet. Par exemple, si c'est un simple projet d'achat-revente d'un appartement qu'on rénove, il n'y a pas de conditions suspensives. Oui, là c'est classique. En fonction du budget et des fonds propres du marchand, il peut y avoir une condition suspensive éventuellement de financement. Mais là, sur du produit comme ça, il n'y aura pas de condition suspensive autre que le financement. Après, si effectivement on est sur la création d'un lotissement, voire même la construction derrière de maisons individuelles, on est sur des conditions suspensives d'obtention d'autorisation d'urbanisme. Permis d'aménager, DP division foncière, permis de construire. Généralement, c'est les principales conditions qu'on va retrouver, autres que effectivement les demandes de financement qui sont assez classiques. Donc ça va être financement et gestion de l'urba. Est-ce que tu peux avoir de la pré-commercialisation? Généralement, le marchand il demande assez peu de précom. Donc un marchand qui demande ça, à la limite, c'est la banque qui va le demander, okay. Qui va, avant de nous financer, nous demander d'avoir vendu un certain pourcentage de l'opération, mais généralement, on le met pas en condition suspensive. Tu me fais un pont parfait pour la partie financement. Tu parlais de la partie fonds propres au démarrage qui est importante et fondamentale pour lancer ses premières opérations. Quand on est un peu plus confirmé, comment on se finance auprès d'une banque? Qu'est-ce que la banque demande? Comment ça fonctionne tout ça? Alors la partie fonds propres, c'est quasiment la partie la plus importante, parce que des fois on voit un peu sur les réseaux les formations, devenir marchand sans fonds, sans apport, sans connaissance, sans rien. Bon, ça a quand même ses limites, honnêtement. Nous, on l'a vu quand on a démarré, on allait voir des banques, on avait les fonds, mais les banques voulaient pas nous financer parce que. Tu t'es pris des refus, des portes sur la première opération, beaucoup, parce que les banques ne nous connaissent pas, elles n'ont jamais travaillé avec nous. Le métier de marchand, c'est quand même un métier risqué. C'est un pari, on parie qu'on va acheter un bien à un prix X et qu'on va le revendre à un prix Y avec une plus-value. Nous, on a bien analysé notre produit, mais il n'y a pas non plus d'assurance à 100% de réussir notre opération, donc ça reste un métier risqué. Et donc effectivement, le financement, c'est la partie la plus compliquée. Donc on a divers canaux pour financer nos opérations. Les premières, on a dû les financer du coup en fonds propres. Okay. Donc on a financé l'intégralité de l'acquisition, des travaux, des frais inhérents à l'opération. Là pareil, je parle de risque, c'est un risque qui est encore plus important. Effectivement.
Là, il faut pas se louper. La première. Faut pas se louper. Ok. La première opération de marchand, c'est souvent la plus importante parce que c'est celle qui assoit un peu l'entreprise. Une fois qu'on a réussi sa première OP et qu'on a dégagé une belle marge, voilà, ça permet déjà de justifier de ce qu'on a fait auprès de futurs partenaires bancaires notamment. Mais c'est vrai qu'au début, le métier de marchand, faut pas se leurrer, hein, c'est un métier où on investit beaucoup d'argent et où les premières retombées arrivent au bout de 12 à 18 mois. Donc on a cette période de latence entre le moment où on investit pas mal d'argent et le moment où on commence à avoir un retour sur investissement. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que quelqu'un qui demain se lance en marchand, donc on a beaucoup de risques et beaucoup de gains potentiels, mais quand même beaucoup de risques et de compétences à avoir. Entre le moment où tu analyses le bien, où tu décortiques le projet, tu vas au bout de la fiscalité, de la réglementation des travaux, enfin on va pouvoir évoquer un peu tout ça, mais et le moment où tu commences à percevoir de l'argent, tu considères quoi, 18 mois à 2 ans? Encore une fois, ça dépend de l'opération. C'est un métier qui est très chronophage. Donc c'est-à-dire qu'on a une première période de sourcing. On cherche une opération si possible rentable. Donc on va chercher, comme on se disait tout à l'heure, par différents moyens, annonces, réseaux, etc. Une fois qu'on a trouvé le bien objet de notre opération, on va avoir toute une phase d'étude. Voilà, qu'est-ce que je fais sur ce terrain, sur cet immeuble, je le divise, combien de lots je crée, combien de stationnements, etc. Prix de revente, prix de sortie. Voilà, les prix de revente. Une fois qu'on a bien calibré tout ça, on va avoir la phase négociation du bien. Ok, ce bien est intéressant, il faut que je le négocie à tel prix pour avoir une bonne rentabilité aux alentours des 25-30%, ce que demandent les banques. Du coup, tu sors du côté émotionnel, t'es factuel dans ton chiffrage et C'est un bilan sur Excel, hein, donc oui, effectivement, on est dans les chiffres, on n'est pas dans l'immobilier, là, on est dans les chiffres. Mais sans ça, il n'y a pas d'opération, donc on est obligé de passer par là. Et une fois qu'on a notre prix d'acquisition qui est à peu près figé, etc., on rentre en négociation. Si on arrive à aboutir, on signe les avant-contrats, promesses de vente, etc. Donc c'est un métier qui est très chronophage. Il y a des étapes à passer et on peut pas les brûler. On est obligé de passer étape par étape. Donc effectivement, quand on est sur des petites opérations d'achat, de revente d'appartements, ça peut être un peu plus rapide. On signe un compromis pour un appart, on l'achète 3 mois après, on fait quelques travaux, on le revend, on signe un compromis de vente, on a encore un délai de 3 mois incompressible, et après, donc c'est une opération qui peut être bouclée en 6 mois. Si on est sur des opérations un peu plus complexes qui nécessitent des autorisations d'urbanisme, type permis d'aménager, permis de construire, les délais d'instruction sont un peu plus longs. Donc une ville, elle instruit un permis de construire pour une maison par exemple en 3 mois. Derrière, on a 3 mois de purge. Donc c'est des trucs où on peut espérer avoir des premières retombées économiques au bout de à peu près 1 an. Donc 1 an sur du rapide et plutôt 18 mois, 2 ans sur... Est-ce que tu peux rentabiliser ces temps-là ou optimiser ces temps-là en déclenchant des travaux entre le compromis et l'acte, ou en tout cas quand les conditions sont déjà acceptées, ou c'est trop risqué? Non, tant qu'on n'est pas propriétaire. Tant que t'es pas propriétaire, tu commences pas les travaux. On peut pas. Parce qu'on entend des fois des choses comme ça de marchands qui demandent à attaquer des travaux ou à faire des prestations. Pas possible. Hein. Tant qu'on n'est pas propriétaire du bien, techniquement, il faut que entre le moment. De toute façon, quand tu vas chez le notaire, quand tu signes un bien, quand tu signes une promesse de vente et quand tu signes l'acte définitif de vente, il faut que le bien soit dans le même état. Donc tu peux pas avoir commencé des travaux avant. C'est pas possible. Pour resituer un petit peu tout ça, au niveau des dispositifs, donc c'est à partir de combien d'opérations on peut se considérer comme marchand de biens? Ça, c'est l'administration fiscale qui le décide. Un particulier peut faire une opération de marchand ponctuellement. Par un voisin, il a une super opportunité sur l'appartement à côté de chez lui, etc., qui peut acheter à un super prix. Il l'achète, il fait quelques travaux, il le revend avec une plus-value, il peut le faire. Il le fait en montant une SCI, comment ça se... Non, pas forcément, il le fait en tant que particulier. Ouais. Après, il déclare sa plus-value aux impôts au moment de sa déclaration. Après, si effectivement, il commence à y avoir une récurrence, il fait 1 à 2 opérations par an, etc., là, il sera obligé de rebasculer en société. C'est à partir d'un revenu? Ça peut, si effectivement ça reste sur une petite OP, achat-revente d'un appart,
ça peut passer. Si effectivement on est sur une opération d'aménagement où la personne va dégager, je sais pas, 500 000 € de marge par exemple, Oui, on est dans du professionnel. là c'est plus possible de le faire en tant que particulier comme ça, ponctuellement. Il faut créer une société. Et toi, tes opérations sont dans une SCI, enfin tu fais une opération, une SCI, comment ça marche dans le... Nous, on a une SARL, c'est la maison, on va dire la maison de mère, la société Coeum. Et après, en fonction des opérations qu'on fait, on crée des sociétés, des SCCV en l'occurrence, dédiées à une seule opération. Alors, est-ce que tu peux expliquer SCCV? SCCV, c'est une société civile de construction-vente. Alors juste pour resituer, pardon, je t'interromps, mais pour resituer, vous retrouvez dans l'épisode avec Christilia tout le dispositif SCI, SARL de famille, à qui ça s'adresse, les avantages, les inconvénients. Du coup là on est dans un autre dispositif encore, donc SCCV, moi je ne maîtrise pas ces termes-là par exemple. C'est une forme juridique, c'est souvent ce que choisissent les promoteurs et les marchands de biens pour dissocier en fait, on va dire, la comptabilité de l'opération en question de la société mère. Donc c'est une comptabilité propre pour une opération propre. Tout à fait. Ok. Donc ça permet de dissocier les deux et que ce soit pas... C'est de la vente à terme, la société se ferme quand tu as revendu l'ensemble de l'opération. Tout à fait. Ok. Donc on a parlé beaucoup de risques, beaucoup de compétences à avoir, beaucoup d'argent potentiellement aussi, mais il y a quelques pièges, il y a notamment le côté fiscal et la fiscalité. Comment tu l'abordes ? Nous, en tant que marchands, le principal sujet, c'est le sujet de la TVA. Parce que, on va dire 90% de nos opérations, c'est des opérations où on est exonéré de TVA, donc on est sur la même fiscalité qu'un particulier. Donc on ne doit pas de TVA au moment de la revente. Et ça s'applique uniquement sur les opérations qu'on appelle de rénovation légère. On ne va pas toucher à la structure du bâtiment, etc. On parle des compétences de ce métier, on parle du savoir-faire, on parle de l'argent à gagner potentiellement, aussi des risques. Il y a un sujet qui est important, je pense que c'est la fiscalité. On a parlé un peu de montage et du statut que tu donnes sur la société, mais comment ça se passe niveau fiscal ? Alors nous, en tant que marchands, le principal sujet sur nos opérations, c'est les sujets de TVA. On a certains types d'opérations qui sont assujettis à la TVA sur revente, d'autres à la TVA sur marge, et d'autres, la plupart, qui sont exonérés de TVA. Donc nous, les principales questions, elles se situent sur les questions de TVA. Donc la majorité sont exonérées, mais tu peux avoir des opérations qui sont... Des fois, sur certaines opérations qui sont autres que la rénovation légère, on va être soit en TVA sur marge, par exemple pour les opérations d'aménagement, soit en TVA pleine, donc je dois 20% de TVA sur mon prix de revente, sur notamment des constructions neuves. C'est énorme. Ça, il faut bien l'anticiper, parce qu'effectivement, 20% en moins, entre guillemets, à la revente, des fois, ça peut représenter notre marge. Donc, en fonction des opérations qu'on a, dès la phase d'étude, il faut qu'on sache quel produit fini va sortir, du neuf, du lot à bâtir, etc., pour tout de suite anticiper cette question de TVA. C'est hyper intéressant, et du coup, je me rends compte qu'en rebond sur la question du financement, il y avait la question du bilan. Donc quand toi tu fais tourner ton bilan, un marchand, quelle rentabilité il va chercher quand il a, au-delà des fonds propres, quand il est financé en banque, j'imagine que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Quelle rentabilité tu vas chercher, comment tu construis cette renta, parce que c'est pas la même qu'un investisseur patrimonial, là tu as autre chose, comment ça fonctionne ? Alors nous, nous ce qu'on recherche en tant que marchand quand on fait de l'achat-revente, c'est de créer de la marge. Et en fait, nous, la banque, quand on lui présente une opération, elle va nous demander au minimum entre 20 et 25% de marge sur chaque opération. Okay. En dessous, elle financera pas parce que l'opération sera risquée. L'idéal, c'est quand même d'être un peu au-dessus, parce que on se rend compte, moi-même avec l'expérience, qu'une opération qui commence sur le papier, entre guillemets, sur le bilan initial à 30% par exemple de rentabilité, bien souvent à la fin de l'opération, tu es plus aux alentours des 23, 24, 25, parce que tu as toujours forcément un petit peu de perte, des travaux que tu n'avais pas forcément vus de prime abord, des petits imprévus, etc., des mauvaises surprises, effectivement. Une marge de négociation aussi à la revente. Nous, on négocie les prix à l'acquisition, forcément, à la revente, les acquéreurs négocient aussi un peu le prix, ça fait partie du jeu. Donc, il faut que tu sois hyper réaliste. Oui, hyper réaliste dans ton analyse, quoi. C'est hyper important, justement, d'être en phase avec la réalité, les prix du marché, etc.
parce que sinon ça peut créer des gros trous sur le chiffre d'affaires de l'opération. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas la tendance psychologique inverse d'un peu décoter, tu vois, et sur tes prix de sortie et sur tes prix d'acquisition, nous d'aller un peu trop loin? Sur les bilans opérationnels, on a tendance à plutôt partir sur les versions pessimistes, donc avec des prix de travaux qui sont un peu gonflés et des prix de vente qui sont un peu à la baisse. Comme ça, si jamais effectivement on a vraiment des grosses mauvaises surprises, qu'on a un effondrement du marché, etc., on sait que voilà, on n'est pas sur la fourchette haute, on est plutôt même sur la fourchette basse. Et même comme ça, notre opération fonctionne. Donc entre guillemets, si on a des surprises, a priori elles sont plutôt bonnes. Est-ce qu'il n'y a pas la question du temps qui se lie à tout ça? Parce que peut-être qu'un 22% sur 8 mois est plus intéressant qu'un 26% sur un an et demi, je dis une bêtise. Hein, Est-ce que c'est quelque chose que tu considères aussi, que tu inclus dans ton bilan? Le temps, c'est primordial pour nous, parce que l'activité de marchand, si tu veux, c'est une activité où d'un coup tu as des grosses rentrées d'argent. Quand tu vends un programme, quand tu vends plusieurs appartements coup sur coup, plusieurs terrains, etc., tu as des grosses rentrées d'argent, mais tu as aussi des très grosses sorties. Quand tu finances des opérations et que la banque te demande 20-25% d'apport, du coup de revient de l'opération, ça fait aussi des grosses sorties d'argent, donc forcément c'est une activité qui est très consommatrice en capitaux, donc il faut avoir un bon business plan pour savoir ce qui va rentrer, ce qui va sortir, à quel moment, pour pouvoir se projeter après aussi sur les futures opérations, avoir les fonds nécessaires pour financer les futures opérations. Donc c'est tout il faut réussir un peu à jongler entre tout ça. Et puis garder du recul aussi, parce que tu as vite fait de partir, tu peux vite, face à ça, te mettre une pression ou mettre une pression aux autres. Enfin, faut rester maître de soi-même. Ouais, c'est un métier où effectivement il y a des moments de forte pression, quand des fois t'es en difficulté commercialement sur un projet, faut pas paniquer, faut pas non plus commencer à brader tes biens, etc. Faut rester assez serein, croire en son bilan et en son analyse qu'on a fait au début. Après, il faut aussi se montrer flexible. Des fois, dans la négociation, face à un acquéreur qui essaie de négocier 10-15 000 euros, des fois il vaut mieux lâcher, vendre le bien et puis récupérer sa mise, passer à une autre opération. Nous, c'est en multipliant les opérations qu'on gagne quand même plutôt bien notre vie. Donc sur le volume. Donc à la fois de la foi justement dans ton analyse de départ et de la souplesse pour pas tomber dans un piège de rigidité, être trop loin dans... Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'après c'est le meilleur moyen pour justement rester un peu bloqué. Il faut être hyper flexible, hyper ouvert d'esprit. Dans cet esprit de transparence et dans ce que tu partages, est-ce que tu as en tête des opérations qui sont mal passées, où c'était une catastrophe dans le bilan, dans la relation avec les gens, dans les travaux que tu veux partager, et une où ça s'est très bien passé, à l'inverse justement où tu es satisfait? Alors peut-être pour... Tu veux que je commence par quoi? Je veux bien le négatif, je veux bien une expérience qui t'est arrivée où... Là récemment, oui, on a fait... on a initié une grosse opération dans le Luberon, dans le sud du Luberon, un gros mât provençal, sur lequel, avec un associé, on a eu un petit coup de cœur, et ça, c'est jamais super bon, parce que du coup, quand le côté émotionnel prend le pas sur la réalité du projet, c'est jamais bon. On parle de quel niveau d'opération pour... On parle d'une opération à environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc quand même une grosse opération. Et donc en fait, on s'est un peu précipité dans notre analyse. On a voulu vite signer le dossier, etc., ce qu'on a réussi à faire. Et malheureusement, on a découvert les difficultés après avoir signé, après avoir versé notre indemnité d'immobilisation, etc. Après avoir signé chez le notaire le compromis. Ouais, on s'est rendu compte que le bien en question n'avait pas fait l'objet de changement de destination. Du moins, il y avait une partie qui n'avait pas fait l'objet de changement de destination en bonne et due forme. Donc on se retrouve avec un bien qui faisait 400 mètres carrés, mais on déclarait qu'il en faisait la moitié. Donc forcément, nous, on est allé voir la ville, mais c'est un bien qui appartenait à une famille de là-bas, qui avait un passif, un mauvais passif. D'accord. Et donc du coup, on a découvert tout ça un peu au fur et à mesure, et c'est vrai que notre analyse initiale, elle a été peut-être un peu trop légère.
Parce que justement, on a eu ce côté coup de cœur, parce que un bien perdu dans les vignes de 450 mètres carrés, 5 hectares de terrain, donc on s'est dit waouh, c'est trop bien. Tu te laisses absorber. Et voilà, tu te laisses absorber par tes émotions, tu te dis il faut absolument que je le fasse, etc. Et après, quand la réalité vient frapper à ta porte, parce que tôt ou tard, elle te revient toujours en pleine face, la réalité, tu te rends compte que finalement, passer le coup de cœur, l'opération, elle est pas si bonne que ça. Et en plus, on revient sur l'urbanisme, mais localement, parce que nous on est localisé dans le sud de la France, c'est un peu un sport régional. Ces côtés non mis en conformité, non déclaration, on en a quand même très régulièrement sur nos métiers d'immobilier, de marchand, de notaire. Donc il y a beaucoup de régularisation à faire, beaucoup d'aspects à anticiper. Toi, tu dois en voir énormément aussi. Beaucoup, ouais, beaucoup. Surtout sur des vieux biens comme ça, forcément, quand on est sur des biens qui datent du 19e, du 20e siècle, forcément, les choses n'ont pas été faites tout le temps de manière carrée. Après, ça fait partie aussi du métier, de l'apprentissage. Et si je devais donner une bonne opération, je dirais notre première opération. Okay. C'est paradoxal, mais la première, franchement, on a acheté au bon prix, on est allé sur quelque chose de pas trop complexe, sans demande d'autorisation, juste de la rénovation légère d'un appartement, mise en copropriété, vente des lots en 2 mois, et honnêtement, c'était une opération simple. Et si je devais donner un conseil pour quelqu'un qui se lance, c'est au début, va sur des opérations simples, qui nécessitent pas d'autorisation d'urbanisme, des opérations sur lesquelles à l'acquisition ça coûte pas trop cher. Du coup, en termes d'investissement initial, la banque ne va pas demander énormément non plus d'apport. Voilà. Après, effectivement, dès qu'on est sur des secteurs hyper haut de gamme, comme ça peut être le cas sur Aix, on est sur des prix d'acquisition de biens qui sont quand même tout de suite assez élevés, donc forcément, la part d'apport que le marchand de biens doit apporter, elle est croissante. En apport sur une opération classique maintenant, en fonds perso par rapport à ce que la banque suit, tu arrives à écraser beaucoup, c'est combien le pourcentage à peu près ? C'est à peu près entre 20 et 25% du coût de revient de l'opération. Donc le coût de revient de l'opération, c'est l'addition de tout ce que va coûter l'opération, donc l'acquisition du bien en question, les travaux, les frais du géomètre, de l'archi, de l'agent immobilier, etc. Donc tout ça, on fait une addition. Et la banque, généralement, demande à peu près 20% de ce montant-là. 20 à 25% de l'ensemble de l'opération, travaux, partenaires, intermédiaires, etc. Tu parlais d'une mauvaise opération, il y en aura d'autres, tu t'es sorti de ça quand même ? Ça a été compliqué parce que du coup, malgré ces difficultés, nous on a fait les choses en bonne et due forme. On a fait nos demandes de financement auprès de 2 établissements bancaires qui nous ont été refusés du coup parce que de par ces difficultés administratives, on ne pouvait pas avancer. Et effectivement, là, pendant un long moment, l'indemnité d'IMO a été bloquée par les vendeurs. Hyper stressant. Ouais. Donc nous, il a fallu qu'on fasse des courriers d'avocats, etc. pour débloquer la situation. Ça s'est débloqué finalement, mais effectivement, quand tu as 60 000 € d'immobilisés et qui du coup peuvent potentiellement te bloquer. Tu peux pas réengager ailleurs, donc c'est hyper stressant. Effectivement, c'est pas des moments agréables. Malheureusement, ça fait aussi partie du métier. C'est pas un métier simple. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, quand on réussit une bonne opération, ça peut être générateur d'une marge quand même assez importante. En contrepartie, il y a quand même beaucoup de responsabilités. Et puis, effectivement, il y a ce risque que des fois l'opération se passe un peu moins bien. Ça fait partie du boulot. Tout marchand a connu des très bonnes opérations et des opérations un peu plus compliquées. Et du coup, dans celle qui se passe bien, au-delà de la partie bilan évidemment est fondamentale, mais au-delà de la partie argent, est-ce que tu arrives à y trouver du sens ? Oui, surtout en ce moment où effectivement, moi j'ai longtemps travaillé dans l'immobilier neuf, dans la promotion immobilière, et effectivement, à l'heure actuelle, on se rend compte quand même que le neuf souffre beaucoup. Et en grande souffrance. Et nous, en tant que marchands, justement, on arrive un peu
sur des niches, sur des bons emplacements en centre-ville, des opérations à taille humaine. Donc oui, effectivement, je trouve que notamment dans cette période un peu troublée dans l'immobilier, je trouve que notre métier a beaucoup de sens. Oui, tu accompagnes la lisibilité pour les gens, tu peux aussi rénover des logements. Alors il y a des dispositifs cœur de ville où il y a encore de l'argent, où il y a encore des choses en rénovation, mais... Pour un promoteur, c'est pas facile de faire de la réhabilitation, hein. Souvent, je prends l'exemple d'anciennes niches industrielles, c'est très compliqué de faire des opérations dessus. C'est des trucs où il y a des coûts de dépollution énormes. Et donc souvent, c'est beaucoup plus rentable de détruire et de reconstruire du neuf que de désalimenter, venir rénover, etc. C'est plus complexe. Et si tu avais une opération un peu kiff, un château, une grange, une gare SNCF, un truc qui te ferait vraiment, vraiment envie ou vraiment plaisir? Comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, la seule fois où je suis allé sur une opération avec ce côté émotionnel un peu décuplé, ça s'est pas super bien passé. Donc si je devais donner un conseil, c'est justement dans l'analyse d'une opération, essayer de mettre les émotions de côté. Il faut avoir une analyse assez froide. Il faut s'en tenir au bilan financier, regarder à quel prix on va pouvoir revendre, quel est le bon prix pour acheter, le prix des travaux bien anticipé, etc. Factuel. Voilà, il faut rester assez froid dans son analyse parce que souvent, quand on est dans ce côté un peu émotionnel, on prend pas forcément les meilleures décisions. Donc, mais quand même, si je devais donner un kiff, ouais, je dirais peut-être le chalet de luxe à la montagne. Ok. Ça vraiment, j'avoue que ça doit être assez sympa à bosser. Le chalet avec la vue incroyable, les matériaux bois, avec la piscine au sous-sol, le hammam, la totale quoi, tant qu'à faire. Trop, mais je te le souhaite. Ouais, tant qu'à aller sur un truc comme ça, ouais. Merci pour la transparence et la qualité de ce que tu nous donnes aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de l'être, c'est l'esprit dans lequel on fait ça. Si tu devais conclure en disant ce qu'il faut pour quelqu'un pour réussir dans ce métier et pour être un bon marchand de biens. Pour être un bon marchand de biens, faut bien acheter. Voilà. Parce que la réussite d'une opération, elle se joue à l'acquisition. Elle se joue pas après, parce que nous, en tant que marchands, au final, on a quelques leviers pour réussir une bonne opération. On a le levier des coûts de travaux, qu'on va pouvoir négocier avec les entreprises, mais comme on en a déjà parlé tout à l'heure, le but, c'est pas de tirer à la baisse les prix, parce que sinon, on se retrouve face à des entreprises, soit qui vont abandonner le chantier parce que pour elles c'est plus assez intéressant de bosser sur ton opération. Soit tu vas sélectionner des entreprises qui vont pas être hyper efficaces. Donc les coûts de travaux, tu peux les négocier, mais ça reste limité. Ton prix de revente, pareil, il y a un prix de marché à respecter. Alors effectivement, si tu fais de la très très belle presta, tu vas pouvoir pondérer un petit peu tes prix. Tu as quand même un prix marché que tu dois à peu près respecter quand même. Et donc nous, en tant que marchands, le seul vrai levier qu'on a, c'est la négociation à l'acquisition. Okay. Donc je dirais que pour réussir une bonne opération de marchand de biens, faut avoir la capacité d'analyse dès la phase amont du projet, d'avoir une vraie visibilité, de savoir bien acheter au bon prix. C'est très clair. Un immense merci. Merci pour ta participation à cet épisode. Merci de l'invitation. Je suis ravi. J'espère que vous aurez trouvé des réponses sur ce métier de marchand de biens. On rentre assez peu en profondeur en général sur ces sujets-là. Là, on a pu répondre à pas mal d'aspects intéressants. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous trouverez aussi tous les réseaux de Luigi directement avec son Insta, ses sites pour la connexion si besoin. Et on se retrouve très très vite avec un nouvel expert. Ça parle IMO prochainement.